Bonjour, je suis Florence Franks, je suis la fondatrice de la marque de mode Eriri Linen Editions et je vous donne la bienvenue sur Roots and Roots of Linen, les podcasts qui donnent la parole aux acteurs et aux amoureux de la filière du lin en Europe. Le lin est une fibre rare, précieuse, qui raconte une histoire de patrimoine, de territoire, de savoir-faire et de liens à une terre vivante et généreuse. Le lin est la fibre aux racines anciennes qui a bien pris la route de l'innovation et du futur. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram, @Eriri_Editions, ou sur Facebook, @Eriri.linen. N'hésitez pas à laisser vos avis, vos commentaires et 5 étoiles si vous appréciez les podcasts. Place à présent à l'épisode du jour. Aujourd'hui, je reçois Karine Nguyen Van Tam, tisserande d'art. Depuis la découverte de son compte Instagram, je ne cesse de suivre son travail, tant ses œuvres, ses entrelacements de fils et de matières précieuses m'ont charmé. Les influences diverses, la nature, l'Asie ou encore le chamanisme permettent à Karine de créer des personnages oniriques qui relient l'invisible et le visible. Au rythme de son métier à tisser japonais, Karine donne vie à des œuvres textiles, des kimonos muro, qui sont les fruits de plusieurs jours d'écoute de soi, de patience et une passion sans faille pour les tissages et les matières d'exception. Karine elle-même raconte l'histoire de ces personnages sacrés au travers de petits textes poétiques. Bonjour Karine, comment vas-tu? Bonjour Florence, je vais très bien, merci. Et toi? Ça va, merci. Je suis hyper contente de te recevoir enfin sur les podcasts, car comme tu le sais, je suis depuis longtemps ton travail magnifique sur Instagram. Et donc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Alors, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Karen Nguyen Van Tam, j'ai 31 ans, je vis et je travaille en Bretagne. Je suis originaire du sud de la France, de Marseille, et ça fait 4 ans que j'exerce ici. Voilà, je suis à la lisière entre l'artisanat d'art et l'artiste textile, et voilà, tout simplement. Et donc, qu'est-ce que les tissages représentent pour toi? Le tissage pour moi représente une profondeur sur plusieurs champs, sur plusieurs aspects. C'est une profondeur technique, c'est une profondeur, poétique, c'est une profondeur, psychologique. Donc c'est une profondeur technique dans le sens où, je ne me contente pas d'aller acheter, mes textiles, mais je les fais, moi-même. Donc c'est quand même un gros travail d'introspection, dans le textile. C'est aussi un gros travail du coup d'introspection, psychologique puisque tisser, c'est passer de longues heures, sur un outil où on répète le même geste, les mêmes gestes inlassablement et donc il y a un aspect méditatif, dans ça, qui fait aussi qu'on est face à soi-même pendant de longues semaines, de longs mois. Donc il y a une introspection puisque c'est un effet miroir en fait, hein, tu rentres dans la matière, tu rentres dans ta propre matière, physique et c'est aussi, une profondeur, poétique puisque moi je vois le tissage, je vois mes textiles comme des secondes peaux. Donc c'est tout un travail, poétique, de peau, de cicatrices, d'ouverture, voilà, c'est toute cette dimension-là qui me plaît, énormément. Et justement, comment cette passion pour les tissages est née? Et est-ce que tu t'es formée? Alors la passion du tissage, en fait, elle est née en 2014, suite en fait à mes études aux Beaux-Arts et à un CAP de tapisserie d'ameublement où j'ai découvert, le textile. J'ai commencé en 2013 à faire, mes propres lignes de linge de maison. C'est comme ça que j'ai commencé à tisser des liens avec, le textile et en fait, ça m'épanouissait plus au bout d'un moment, je pense que j'étais arrivée un peu au bout du truc et puis j'en ai eu marre aussi, hein, de devoir toujours, choisir le textile, être tributaire, des fournisseurs, c'était plus possible pour moi. J'avais envie d'une liberté dans le tissu. Donc en fait, en 2014, j'ai suivi mon intuition, j'ai eu envie de creuser et donc j'ai commencé en fait, le tissage comme ça, hein. J'ai acheté, un métier à tisser, japonais de la marque Saori, à double pédale, très simple et en fait, bah, j'ai commencé à tisser dessus et j'ai fait tout ça de manière autodidacte. Donc tout ce que je tisse aujourd'hui, je le fais de manière, intuitive, instinctive, j'ai appris moi-même, je n'ai pas appris de code dans une école, je n'ai pas appris, de choses spécifiques. Je suis détachée de ça et pour moi, c'est une force.
Je n'ai pas de diplôme, dans les arts textiles. Je me suis formée toute seule et j'ai appris, en me cassant la gueule, de temps en temps, en foirant des chaînes, en foirant des textiles, en faisant mal, mais finalement c'était pour faire mieux après. Voilà, je suis vraiment autodidacte dans tout ce que je fais, dans tout ce que les gens peuvent voir dans mon art, je l'ai appris toute seule. Bah oui et c'est d'autant plus, remarquable, hein, quand on voit tes œuvres, aujourd'hui, qui sont magnifiques, c'est vraiment vraiment remarquable le fait que tu sois, autodidacte. Et donc tes créations, tes kimonos muraux sont des œuvres textiles, pensées comme des étoffes avec une âme, des étoffes à suspendre, à exposer et pas à porter. Du coup, on va en revenir, tout à l'heure peut-être. Peux-tu nous raconter, quel est le processus, créatif? Alors c'est très bien de souligner, déjà je te remercie, que ce ne sont pas des vêtements à porter, c'est très important parce que dans l'inconscient collectif, quand on dit un vêtement, forcément c'est un vêtement qu'on peut porter. Donc pour moi en fait, c'est tout le défi de mon travail, c'est, de sortir en fait, le vêtement, de sa fonction, 1 et de le placer ailleurs. On y reviendra comme tu viens de dire, mais donc par rapport au processus créatif, c'est complexe et simple à la fois maintenant pour moi, mais c'est un processus que j'ai mis longtemps, à développer, à acquérir et surtout à comprendre. Donc d'abord ce qui se passe, c'est que ça va se passer au niveau des émotions et des mots. Donc, tout d'abord, je vais ressentir. Je vais ressentir un thème, un mot plus qu'un autre, quelque chose qui va me parler, quelque chose qui va retenir mon attention en fait. Donc je vais laisser travailler, au niveau conscient et inconscient, je vais laisser les choses faire, et puis en fait à un moment donné, je vais être, ça arrive en fait, donc je le sens quand ça arrive, je suis submergée par une émotion extrêmement forte, puissante et à ce moment-là, en fait, pour moi, la seule façon de canaliser, c'est d'écrire en fait, puisque tout se va sortir en mots, en phrases, en rimes. Donc en fait, tout sort en poésie lyrique, c'est comme ça fait partie du processus, donc j'écris. Ça me demande beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration pendant ce moment-là, donc on peut lui donner, plusieurs noms, hein. Ça peut être une transe, ça peut être une conscience un peu, on va dire, une un état de conscience différent, ça peut être une émotion personnelle qui me submerge. En fait, pendant ce moment-là, je vois des choses, j'entends des choses, il y a des choses qui résonnent en moi, en fait. Donc je vais voir, des scènes, je vais voir des scènes, passées, généralement. Donc chez moi, c'est beaucoup asiatique et médiéval. Donc je vois des personnages, je vois des scènes, j'entends des sons. C'est très bref, c'est des flashs en fait, hein, que j'ai. Donc ça peut être mon imaginaire, bah, je sais pas, on peut lui donner plein de significations différentes. Et en fait, quand je vois ça, ça me vient en rêve aussi. C'est quelque chose aussi qui travaille chez moi, donc je vois aussi en rêve, par rapport au texte, par rapport aux émotions. Après, pendant la nuit, je vais aussi en rêver. Donc ça va compléter en fait, les choses. Donc pendant toute cette phase en fait où je suis imprégnée, où je vois plein de trucs, j'ai des directions, j'ai des directives sur, les pièces que je dois faire. Quelle forme elles doivent avoir, les couleurs que je vais devoir travailler, si c'est un homme, si c'est une femme, la taille, voilà, il y a des choses quand même très précises. Alors après ça dépend d'une pièce à l'autre. Parfois c'est beaucoup plus précis, sur certaines pièces que sur d'autres. Parfois j'ai même l'impression que ce sont des souvenirs, pour te dire tellement c'est puissant en fait. Et du coup en fait j'ai des directives comme ça et ensuite, ben, donc je vois plus ou moins, ça dépend les pièces, au niveau du vêtement et une fois qu'en fait j'ai vu tout ça, que j'ai ressenti, bah, je vais m'attaquer à la partie technique. Donc j'ai quand même une part de liberté, hein, c'est quand même sur des détails et cetera, hein. Je me fie en fait à ce que je vois, à ce que j'entends, à ce que je ressens. Mais après au niveau technique, j'ai quand même une part de liberté où je vais, un peu m'éclater. Enfin je m'éclate toujours, mais il y a des choses que j'ai pas vues et que je peux créer aussi en direct, avec mes techniques, avec des découvertes aussi, hein, parce que les pièces, à chaque fois, c'est une nouvelle découverte. Et donc pendant la phase technique, alors là, par contre, c'est une phase très très longue où il y a le tissage, il y a la couleur végétale, il y a les coutures à la main, il y a les broderies de pommes de pin, il y a l'installation avec le texte. Donc ça peut être des pièces qui vont de 1 mois à 4 mois de travail. Et justement, où tu puises ton inspiration? Tu as déjà mentionné, l'Asie. Oui, alors c'est vrai que l'Asie, est un gros terrain, d'inspiration pour moi depuis toute petite. Donc c'est vrai que bon, j'ai un nom de famille vietnamien, bien que je ne suis pas, vietnamienne, donc ça a dû fortement jouer
sur des attaches. Après, comme il y a des personnes qui sont vachement attirées par l'Afrique ou, les États-Unis ou enfin voilà, moi je suis très attirée par l'Asie depuis toute petite, donc ça me fait vraiment vibrer, tu sais? C'est quand je vois par exemple, des vêtements, Ming ou de l'époque, Han, je suis en transe quoi. C'est vraiment je suis, ça me parle. L'Asie me parle, au plus profond de moi, c'est automatique, je vais vers ça. Quand je voyage, c'est automatique, je vais vers ça. Quand je fais des recherches, je vais vers ça aussi. Donc voilà, le plus gros de mon inspiration, il est vers l'Asie. J'ai aussi une très grosse aspiration sur le monde médiéval, donc le médiéval asiatique ou le médiéval européen sont des choses aussi qui me parlent énormément. Je suis toujours dans le passé en fait, hein, dans mes pièces. Et après, il y a aussi des pièces, là dernièrement, il y a une pièce qui m'est venue, elle est située au niveau de l'Angleterre, donc on n'est pas du tout vers l'Asie, donc voilà, ça mais on est sur du médiéval. Voilà, donc ça bouge un peu, ça dépend, mais le plus gros, hein, c'est ça. Et après au niveau, de moi dans ma vie, mes grosses aspirations sont dans la nature, les éléments, la terre. La terre me parle beaucoup, le vent, les couleurs que je vais trouver dans la nature, les associations de couleurs, les textures, voilà, tout ça me parle beaucoup. Et justement, tes vêtements sont des vêtements, qui sont sacrés, que toi tu sacralises en tout cas. Comment, choisis-tu, les matières précieuses, avec lesquelles tu travailles? Alors effectivement, je les sacralise, ce sont pour moi des vêtements, d'élite. Je les sors de leur dimension de, fonction de c'est juste un vêtement, hein. Ça devient la seconde peau. En fait, quand je crée un vêtement, ça devient en fait, le reste d'une vie, passée, d'il peut y avoir des siècles. Donc ça devient une seconde peau, ça devient un héritage, une mémoire, donc j'y mets un grand poids, sacré dessus. Donc forcément, avec tout ce poids de sacré que j'y mets, il faut que j'ai des matières à la hauteur de cette dimension que j'y pose dessus, en fait, puisque chaque pièce est investie d'une âme, de l'âme du personnage. Donc elles vibrent, elles sont puissantes, elles sont presque encore c'est comme si je leur redonnais vie, tu vois? Elles sont vivantes, donc il faut que les matières soient en résonance, avec ça et soient en équilibre. Donc je vais choisir mes matières déjà par rapport à ça et aussi par rapport à des critères, de fournisseurs, de territoire. Donc moi je ne travaille pas avec beaucoup de matières, c'est un choix. Je préfère la qualité à la quantité. Je travaille le lin, la soie et le fil d'or. Tous mes fournisseurs sont français, donc c'est une volonté pour moi de faire travailler des grandes maisons françaises. C'est pour moi, c'est essentiel. Et puis donc je vais chercher pendant longtemps les soies, la soie brillante, la soie qui va vraiment bien prendre la teinture et la sublimer, la soie que je vais avoir plaisir à toucher, à travailler. Quand je vais la toucher, que je vais la tisser, il va y avoir quelque chose qui va se passer au niveau, du sens. Quand je vais travailler le lin, je veux travailler, une matière française. Les entreprises sont des entreprises du patrimoine vivant qui font ça depuis des générations. C'est très important pour moi de choisir des fournisseurs à la hauteur de ce que ma pièce va représenter. Et même au niveau du fil d'or, c'est du véritable or coulé sur âme coton. Je n'utilise pas de lurex, je n'utilise pas de plastique. C'est très important pour moi. Si je dis que je mets de l'or, je mets vraiment de l'or, tu vois. Et c'est aussi par rapport aux clients, par rapport aux spectateurs, d'être dans une vérité. Tu présentes une pièce sacrée, une pièce d'âme, une pièce qui raconte ta propre vérité. Il y a une dimension belle et poétique et esthétique et tout ce que tu veux. Forcément, les matières, ça doit suivre et tu ne dois pas, c'est ma politique en tout cas, mentir ni dans tes matières, ni dans ce que tu racontes en fait. Donc tous mes fournisseurs sont français, il y en a un à Lille et les autres sont à Lyon. J'ai mis très longtemps à les trouver. Le lin, j'ai mis 2 ans à le trouver. La soie, j'ai mis 3 ans à le trouver. Voilà, donc ce sont un peu, mes fournisseurs, chéris. Bah oui, c'est clair que quand on trouve, les fournisseurs qui sont en adéquation avec notre projet, il faut plus, les lâcher, hein. Très bien, et dans plusieurs reportages, qui te sont dédiés, on parle, justement des chamanisme, et donc quelle est la place de la spiritualité, dans ton travail, dans ta vie? Alors la spiritualité, c'est hyper large, en fait, déjà. Il y a la spiritualité, ça regroupe, en fait, plein de choses, tu vois? Donc c'est pas facile de répondre à ça, finalement, en fait. Moi, dans ma vie, c'est vrai que déjà, la spiritualité a une grande place. La spiritualité ou l'éveil spirituel,
Ça a une grande place, c'est être en équilibre avec, soi-même, se regarder entièrement, arriver en tout cas, essayer, c'est pas toujours facile, mais voilà, c'est comme disait Carl Jung, tu vois? C'est pas juste, s'imaginer des faisceaux de lumière en fait, hein, l'éveil spirituel, c'est faire remonter, tout ce qu'il y a de plus sombre en nous et le transformer ou le transmuter en lumière. C'est ça en fait, tu vois, pour moi. Donc c'est vrai que si je le regarde dans mes œuvres, quand je travaille émotionnellement sur mes poèmes, il y a des fois, je vois des choses très, très dures. Il y a des fois, il y a beaucoup de souffrance, en fait. J'ai travaillé sur un texte sur une mendiante, sur un chevalier mongol qui avait beaucoup tué, qui avait beaucoup, décapité de gens, sur un chevalier, anglais qui avait tué beaucoup de gens par l'amour, par la bravoure pour son roi et qui regrettait. Donc des fois, c'est très, très dur, mais il y a toujours, en fait, une façon de transmuter et d'y voir une leçon, d'y voir une beauté, d'y voir une lumière, en fait. En ça, la spiritualité, pour moi, a une grande place dans cette idée de voir les choses, voir la réalité, mais de transmuter et de travailler pour aller vers le mieux, pour aller vers la lumière, en fait, si on peut l'appeler ainsi. Donc moi, dans ma propre vie, aussi, ça a de la place parce que on est tous faits, en fait, hein, de positif, de négatif. C'est comme ça. On a des émotions positives, on a des émotions négatives. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Ce qu'il faut, c'est vivre en unité avec ça, en fait. Il faut arriver à en vivre en équilibre. En tout cas, moi, c'est ma vision personnelle que je n'impose pas, mais c'est ma façon de voir les choses, tu vois. Donc ça a une grande place et ça a une grande dimension dans ma vie et forcément dans mon travail aussi, puisque mes pièces, avant d'être des œuvres murales techniques avec une beauté esthétique, etc., il y a d'abord une dimension spirituelle. Quand je les reçois, en fait, c'est de l'émotion, tu vois, c'est de l'impalpable. C'est toutes ces notions-là que je viens de t'expliquer, en fait, ouais. Je ne sais pas si c'est ça la spiritualité. En tout cas, il me semble que tu es très connecté à tes émotions. J'essaie, c'est pas Non, facile, non, hein. mais c'est, je sais pas, mais mettre des mots sur ses propres émotions, je pense, que c'est une des défis plus grands pour l'homme, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment faire. Bah, tu sais, on vit dans une époque où, l'homme, en fait, est coupé de ses émotions, hein, où tout est mental. On est, en fait, d'abord dans le mental avant d'être dans ses émotions et la plupart du temps, quand on a une émotion, genre une angoisse, par exemple, ou une peur, qu'est-ce qu'on fait? On va sur le téléphone, on va regarder un film, et en fait, on a peur. Mais moi, la première, mais on est tous comme ça, on a tous comme ça et c'est très difficile de se dire: «Mais non, il faut regarder ses émotions, il faut travailler avec, elles ont quelque chose à nous dire». Une émotion a toujours quelque chose à nous dire, il faut arriver à la regarder en face et à travailler avec parce que derrière chaque émotion, il y a un message pour nous faire avancer. Moi, c'est ma vision des choses, mais ça fait partie pour moi, ça fait partie de la spiritualité. La spiritualité, c'est pas juste je vois la nature, je suis connectée à la nature. Souvent, en fait, on fait des raccourcis, en fait, tu vois. Pour moi, la spiritualité, ça commence en nous, avec nous, en fait. C'est si on veut se regarder et s'écouter avec clarté, il faut regarder toutes les parts qui sont en nous. Moi, c'est ma vision des choses, en tout cas. Avant de regarder dehors, il faut regarder en soi. C'est comme ça que je le vois. Et c'est quelque chose que je trouve difficile à faire, mais qui est possible de faire. Et pour en revenir au chamanisme, puisque c'était ta question initiale, dans mon travail, en fait, le chamanisme a toujours eu une grande place, puisque le chaman, en fait, c'est un personnage clé dans une société tribale, dans une société primitive. Et en fait, c'est un personnage qui va avoir la capacité de faire le lien entre le visible et l'invisible. Donc quand une personne est malade, lui, en fait, il va partir à la recherche de l'âme et il va partir dans les mondes invisibles que les profanes ne sont pas capables de voir. Moi, dans mon travail, le vêtement que je crée et que je matérialise, il est en lien avec l'invisible. C'est-à-dire que moi, quand je suis dans l'émotion, quand je vois un texte, quand je vois un personnage, c'est dans le monde de l'invisible en fait. Attention, ça ne veut pas dire que je me considère comme un chaman. C'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que moi, quand je ressens une émotion ou quand j'ai des visions imaginaires ou que je ressens une histoire, c'est de l'invisible. Vous le voyez pas ça. Mais si je ne vous matérialise pas de texte ou de pièces, vous ne pouvez pas le voir. Donc pour moi, en fait, quand je mets au monde une pièce ou une œuvre, c'est vous donner à voir ce qui a été visible pour moi, mais qui a été invisible pour vous. Tu vois, c'est cette dimension-là, en fait, moi, qui me plaît. Et du coup, en fait, le tissage, qui est donc une seconde peau, va devenir un lien
un vecteur entre le monde visible, nous, et le monde invisible, moi, ce que j'ai pu ressentir à un instant T, tu vois? Donc en fait, voilà, je tisse des liens, je tisse des ponts entre le visible et l'invisible, je tisse des liens entre le texte, le textile, et c'est tout en fait une structure, une toile d'araignée en fait, qui prend tout son sens au fin d'une seule et même installation. Ouais, j'aime beaucoup cette image du lien et justement comment, les personnes, les personnes qui ont vu tes œuvres, en live, hein, en vrai, ont du coup accueilli cette dimension de ton travail qui est justement d'être un pont entre toi, cet univers et eux. Parce que du coup, il y a un échange quand même. Tes œuvres, ils te parlent, mais je sais que tu les travailles aussi pour faire en sorte qu'il y a un échange, avec les autres, avec, nous. Oui, en fait, alors, il y a plusieurs types, de personnes. Il y a des personnes qui passent devant et qui ne remarquent pas. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé que mes pièces soient carrément invisibles. À regarder, c'est très, c'est ça fait partie du jeu déjà, ça fait pas c'est comme ça. Il y a des gens, en fait, ça les touche pas du tout. Ils sont hermétiques et c'est comme ça. Par contre, il y a d'autres personnes, en fait, qui vont arriver et qui vont se les prendre en pleine poire, et qui vont ressentir en fait l'émotion, qui vont ressentir l'âme de la pièce et qui vont vraiment l'accueillir, se laisser porter, et j'ai eu des gens en fait qui se sont mis à pleurer devant mes pièces, qui ont ressenti vraiment. Parce qu'en fait une pièce quand je la fais, c'est vrai, d'abord pour moi. Parce que ça m'aide, parce qu'il y a toujours une leçon, parce qu'il y a toujours une dimension technique que je vais apprendre en plus. Chaque pièce me fait avancer, c'est un truc de dingue sur ça. Chaque pièce me fait évoluer sur un point. Mais après, moi, ce qui est intéressant, c'est de le faire pour les autres, de partager pour vous. Quel serait l'intérêt de me matérialiser, moi, ce que j'ai pu ressentir? Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de le faire pour le public, de le faire pour les gens, de vous donner à voir un autre angle, un nouvel angle de la réalité, ou alors ne serait-ce que de vous ouvrir une petite faille et de vous montrer à voir ce que moi j'ai pu percevoir. Donc le partage et la visibilité, mais c'est un élément prépondérant et vraiment fondamental dans mon travail. Quand je vois une personne qui arrive à sentir la dimension poétique, l'émotion, en plus de l'esthétique et de la pièce en elle-même, mais j'ai tout gagné. J'ai tout gagné parce que ça veut dire que j'ai réussi cet équilibre entre la dimension technique, matérielle, et la dimension, je dirais, émotionnelle, métaphysique, où je vais arriver en fait à réunir les deux et à faire en sorte que l'équilibre se fasse et que la personne en fait elle ressente le tout, tu vois. Et à ce moment-là, mais mon pari il est gagné en fait. Là c'est gagné pour moi, c'est un soulagement. Comme tu dis, chaque œuvre te permet d'avancer et de continuer ton apprentissage qui, comme tu as dit, est autodidacte et ça a été le cas pour, la teinture à l'indigo, que j'adore d'ailleurs, dit en passant. Comment, tu as appris, comment tu as, apprivoisé cette technique qui est assez difficile quand même et quelles autres couleurs tu travailles et puis voilà? Alors déjà, tu le dis très bien, en fait, l'indigo, en fait, pour moi, ça a été un passage. Et d'ailleurs, et c'est très, important puisque quand j'ai travaillé l'indigo, en fait, j'ai dû le faire pour une pièce qui s'appelait Le Passeur d'âme, tu vois? Donc c'était une pièce de passage que j'ai vue en bleu, donc je devais faire du bleu, c'était comme ça, c'était pas autrement. Donc du coup, j'ai appris à faire du bleu. Alors, j'ai appris à faire du bleu, à Paris, grâce à une association qui s'appelle Colore ton monde. J'ai fait un stage l'année dernière, en 2019, au mois d'avril, pendant à peu près une semaine, parce que je ne me sentais pas, les épaules pour, monter une cuve toute seule. Je me sentais pas assez, aguerrie, pour ça. Donc je suis allée faire un stage d'une semaine et du coup, j'ai appris avec eux à monter une cuve, à entretenir une cuve, et puis après en rentrant, fin mai, j'ai monté, ma première cuve de 120 litres. Donc voilà, c'est une cuve que j'ai toujours chez moi. Elle a eu 1 an hier et j'ai travaillé, donc j'ai plongé. La première pièce que j'ai plongée dedans, ça a été le passeur d'âme. Pour moi, le bleu, ça a été un effet miroir. Quand je suis arrivée devant ces cuves de bleu, enfin, ça m'a tout de suite, je me suis sentie happée en fait, ça m'a vraiment calmée, ça m'a vraiment apaisée. C'est une teinture que j'aime beaucoup travailler parce que, au-delà de la beauté du bleu, c'est une teinture qui m'apaise, énormément, énormément. Et comme tu dis, c'est une technique très complexe, l'indigo et c'est quelque chose de vivant. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'il faut bien maîtriser, bien connaître et puis
il faut aimer ça, aussi, je pense, cette, dimension très très vivante et changeante. Faut avoir la patience, oui. Je pense que si on n'a pas la patience, on peut pas. Et donc, mais voilà, quelles sont, les autres couleurs que tu travailles? Je sais qu'il y a beaucoup de marron, donc par exemple, grâce à quoi tu obtiens, toutes tes nuances de marron? Je pense que j'ai vu ça en teinture naturelle. Alors déjà, en fait, moi, en teinture naturelle, je ne fais pas pour l'instant toutes les couleurs parce qu'en fait, je travaille les teintures enfin les couleurs en fonction des pièces. Comme je t'ai dit, tu sais, chaque pièce que je vois, en fait, le vêtement, du coup, en fait, je fais en fonction de chaque pièce. Donc il y a plein de couleurs que je n'ai jamais travaillées encore parce que pour l'instant, on va dire entre gros guillemets, «ça ne m'a pas encore été demandé». Tu vois? Donc pour l'instant, en fait, je fais petit à petit et moi, ce que j'aime justement dans la teinture végétale, c'est de faire une couleur après l'autre et vraiment d'aller profondément dans chaque couleur. Donc j'ai commencé par la noix de Galles, ensuite j'ai travaillé le cachou qui me donne des teintes de marron. Ensuite, j'ai travaillé, la Garance pour des teintes de rouge orangé et ensuite j'ai travaillé le bleu. Je n'ai pas encore fait le vert, je n'ai pas encore fait le jaune, j'ai pas encore fait le rose. Enfin, tu vois, il y a plein de couleurs que j'ai pas encore fait, mais c'est pas grave, hein, je vais les faire, petit à petit, chaque chose en son temps et chaque pièce aussi, me donnera l'occasion, de le faire, je me fais aucun souci là-dessus. Du coup, pour mes teintes de marron, c'est une couleur que j'apprécie effectivement, énormément parce que c'est forcément une couleur qui me ramène à la terre. Donc pour moi, c'est une couleur qui est très importante. Elle est aussi parfois comme une base de travail pour moi. Donc moi, je travaille le marron essentiellement avec le cachou. Parce que ce sont des teintes de marron que j'aime beaucoup, qui sont cuivrées. Quand on le mélange au sulfate de cuivre ou au sulfate de fer, on a des jolis tons cuivrés ou des jolis tons qui tirent vers le gris, qui sont très beaux. Et j'aime beaucoup le résultat sur la soie, essentiellement. Voilà. On a presque même des fois des couleurs de peau très hâlée, tu sais, de peau un peu comme ta peau à toi, tu vois? Et du coup, j'aime beaucoup cet effet très marron, chaud, voire même des fois, ouais, pêche cuivrée, tu vois? Et c'est toutes des nuances de peau que j'aime beaucoup et forcément, comme je travaille le textile comme une peau, forcément la couleur, bah, ça me parle. Et donc pour revenir au lin, comment tu choisis, tes fils? Bah, tu as déjà un peu mentionné ça, tes fournisseurs et quelle est l'œuvre, dans laquelle on peut, retrouver du lin? Comme je l'ai dit, mes fournisseurs de lin, enfin mon fournisseur de lin puisque j'en ai qu'un, je les cherche sur des critères, de qualité, d'exigence. J'aime aussi le rapport que j'ai avec mon fournisseur. Alors, ça peut être bête comme ça, mais, si j'ai un bon feeling avec mon fournisseur, qui prend le temps de m'expliquer, tu vois? Que je sens de la passion dans son travail, tu vois? Eh beh, forcément, bah, je vais avoir envie de travailler avec lui. C'est un lien émotionnel, en fait. Si, voilà, il prend le temps de m'expliquer, de me dire: «Alors, je vais vous envoyer différents échantillons par rapport à ce que vous voulez, tati tata», bah, tout de suite, je sens que dans son travail à lui, il y a aussi de l'investissement, il y a de la passion et forcément ça résonne, tu vois? C'est pas juste, le travail pour le travail. Donc déjà, ça aussi, c'est très important pour moi. Donc dans le cas de mon fournisseur, il m'a envoyé plusieurs échantillons par rapport à ce que je lui ai demandé. J'ai tranquillement tissé mes échantillons et puis ensuite, bah, j'ai choisi, le fil qui m'intéressait le plus. Donc moi, ce que j'aime dans le lin, c'est justement son aspect brut. J'aime son aspect, mat. J'aime, le fait que quand je le touche, encore une fois, j'ai cette sensation de revenir à la nature, à la plante. Tu vois, moi, ce que j'aime dans le lin, c'est quand on l'a sur nous ou quand on le touche, on a presque comme si on revenait à la plante, on revient à la source, tu vois? Et ça, en fait, du coup, ça rajoute une dimension, ça rajoute un amour, en fait, envers la matière et puis ce que j'apprécie, envers le lin, c'est que, c'est une plante robuste, qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau, qu'on ne travaille pas d'ailleurs ou qu'on ne transforme pas avec beaucoup d'eau à l'inverse du coton et c'est pour ça aussi que je ne travaille pas avec le coton, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, avec les défis aujourd'hui par rapport au textile, par rapport à l'écologie, je pense que travailler avec le coton, c'est plus possible. Quand on voit la quantité d'eau, je pense que tu seras d'accord avec moi, mais quand on voit la quantité d'eau que le coton, demande, c'est plus possible. On peut pas avoir un discours à dire, «Je veux être en relation avec la nature, la terre, machin» et utiliser des matières qui vont ruiner nos ressources, tu vois? Donc le lin, c'est ce que j'apprécie,
c'est que c'est robuste, ça demande pas beaucoup d'eau, ça se travaille facilement. Ça pousse aussi dans des conditions, parfois difficiles, hein, en Bretagne, en Normandie, c'est des climats très humides, parfois on a beaucoup de pluie pendant longtemps, après on est très ensoleillé pendant longtemps aussi. Donc voilà, j'aime sa robustesse, j'aime sa force. Pour moi, c'est une plante résiliente, en fait. Qui nécessite, beaucoup de maîtrise et des caractéristiques, du sol et du climat assez particulières et donc elle peut pas pousser partout. Donc sont plantes, locales et c'est voilà, une plante locale européenne. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans quelles, œuvres on peut retrouver du lin? Je sais que c'est dans Les Passeurs, d'âmes. Alors oui, je sais que tu aimes beaucoup cette pièce d'ailleurs, donc je vais parler d'elle. Oui, quelle est son histoire? Alors le passeur d'âme, c'est un personnage en fait qui vit dans les mondes célestes et qui a pour rôle, comme son nom l'indique, en fait, de passer les âmes du monde des vivants, vers le monde, des morts. Donc en fait, il accompagne, les défunts, vers un nouveau jour. Je dirais ça comme ça. Donc c'est un personnage que j'ai ressenti au mois de mars, 2018, lors d'une balade en forêt. En fait, il y a eu un vent, j'étais près d'une forêt, près d'une rivière. Et en fait, il y a eu un vent qui s'est engouffré dans la forêt. Et en fait, ça m'a complètement, je sais pas, ça m'a paralysée en fait. Quand j'ai ressenti ce vent, c'est arrivé à ce moment-là. Et donc les mots en fait, les phrases se sont mis à couler. Enfin, c'était vraiment comme si ouais, ça coulait en moi, tu vois. Donc je suis rentrée chez moi vite, vite, et je me suis mise à écrire tout ce que j'avais ressenti à ce moment-là. C'était très très beau, très puissant. Donc c'est un personnage solitaire qui a beaucoup de force, qui est seul et c'est comme ça, et il accepte son rôle. C'est un personnage qui est très fort, très bienveillant et rassurant. Donc moi dans ma pièce, je raconte dans le poème en fait, je le raconte ce qu'il va dire en fait à un personnage, un homme qui est au bord de la mort. En fait, il va mourir dans quelques heures. Et donc il arrive près de lui et il lui raconte en fait, donc c'est un texte qui commence par courage et il va lui raconter en fait, il va lui dire ce qui va se passer. Il va lui dire voilà, où est-ce qu'il ira, comment ça va se passer, pourquoi il va l'accompagner, voilà, toute cette dimension. Il va lui raconter aussi une dimension de l'invisible en fait, donc il va lui raconter que lorsqu'il était vivant, il s'en rendait pas compte, mais il côtoyait plein d'âmes en fait. Il y avait plein de choses de l'invisible qui se passaient en fait autour de lui. C'est comme s'il allait lui révéler un peu des secrets, tu vois. C'est un personnage que j'ai mis très longtemps à travailler. J'en ai beaucoup rêvé. Ça a été très très fort, hein, très 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 fort pour moi. J'ai beaucoup pleuré en la faisant. Et puis c'est une œuvre qui est majestueuse parce qu'elle est très, très grande. Oui, elle fait 1,60 m par 1,60 m. C'est immense. Ouais, et en plus, il y a tout un col, sculptural, d'écailles de pommes de pin, en fait, à l'intérieur, et lorsqu'elle est placée, en fait, on a l'impression d'avoir un cri. Tu vois? Elle est ouverte, en fait, on a un col, en fait, comme une grande gueule. C'est du cri, c'est de la porte, tu vois? C'est cette porte aussi vers l'invisible, tu vois? C'est la porte entre 2 mondes, en fait, hein. C'est voilà, il y a plein de dimensions dans cette pièce. Moi aussi, c'est une pièce que j'aime beaucoup. Bon, on va bientôt, terminer, notre conversation. Est-ce que tu travailles sur une nouvelle pièce en ce moment? Alors je vais commencer sur, plusieurs pièces en ce moment. Je vais commencer, une pièce qui parle d'un père et son fils, lors de la transhumance, mongole. Je vais travailler sur une, femme, une asiatique, qui a travaillé pendant toute sa vie dans les champs et qui était en amour pour sa terre. Je vais travailler aussi sur une, mendiante. Je vais travailler aussi sur, un chevalier Mmh. anglais, qui a été en amour pour son roi. Et où on peut, admirer tes créations? Pour l'instant, bon, on peut les admirer sur mon site internet, bien entendu, parce qu'elles y sont toutes. On peut les admirer sur les réseaux sociaux, mais en vrai, on peut les admirer en exposition du 15 juin au 30 juillet à la galerie The Fibery, qui est une galerie parisienne spécialisée dans l'art textile. Elle se situe au 40 rue Notre-Dame de Nazareth et c'est une exposition personnelle sur mon travail qui s'intitule Des mots à la matière et de la matière aux mots. Ah mais c'est hyper chouette ça! Tu viens à Paris? Oui, donc voilà, je t'invite chaleureusement à mon vernissage, à notre vernissage du coup, parce que forcément ma chère galeriste, est là, et donc du coup le vernissage c'est, le 16 juin
à partir de 18h. Donc je serai ravie de te voir, j'y serai, je serai ravie de te rencontrer et voilà, on sera ravis avec la galeriste de te faire, partager, de vous faire partager mon Oui, travail. oui, je connais des Filles, je suis déjà, allée une fois et oui, c'est un espace, très, très beau, Elle a une très belle sélection et ce que j'aime dans la sélection, d'Eva Tayeb, qui est la directrice de la galerie, c'est qu'en fait, elle montre plein de choses différentes dans l'art textile, en fait. C'est, selon l'exposition, on passe de A à Z, tu vois? C'est pas toujours la même chose, vraiment, il y a une diversité, en fait, dans sa sélection, qui traduisent une ouverture d'esprit, que j'aime beaucoup et en fait, elle se renouvelle tout le temps. Ouais, il y a toujours une surprise, en fait. Moi, c'est ce que j'aime dans cette galerie et oui, c'était un beau lieu, pour découvrir, l'art textile sous toutes ses formes. c'est chouette. Bah, je vais mettre, toutes les informations et voilà. Bah, très bien, Karine. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je te remercie d'avoir pris le temps, de m'écouter et de faire partager, on va dire, ma vision du monde, en fait, voilà. Merci à toi, Karine, d'avoir, pris le temps de partager, avec nous, ton univers. Tu le sais, moi j'adore, ton travail, donc je suis très honorée, que tu aies accepté de voilà, de parler sur le podcast et j'invite, tout le monde, à venir découvrir, ton univers, sur Instagram et puis, pour les Parisiens et Parisiennes, en live, à la galerie mais merci encore et à bientôt. À très bientôt, je te remercie. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Sachez que vous pouvez retrouver toutes les références dans les notes. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou Facebook pour me laisser votre avis et vos suggestions. À très vite pour un prochain épisode. Et d'ici là, laissez des liens.